Salut gens d'entrepreneurs, si toi aussi tu veux avoir ta piscine avec vue sur la mer, alors écoute bien cette vidéo. Mais non, on est chez mon beau-père et du coup, voilà, aujourd'hui c'est une vidéo plutôt orientée checklist du salarié. Comment bien choisir son entreprise si jamais tu dois trouver un travail, trouver un CDI. Alors ce sujet, il est super important et ce que je dis toujours, c'est écrit sur activeworker.fr si tu vas faire un tour. Il y a tout un manifesto qui est écrit là-dessus. On passe toujours beaucoup plus de temps à choisir un appartement, que ce soit pour un achat ou pour une location d'ailleurs, que ce qu'on passe, je pense, à chercher un travail. Et c'est pas normal parce qu'en fait, on passe beaucoup plus de temps à son travail que à dormir dans son appartement. Donc à l'image d'un agent immobilier qui te dirait pourquoi tel ou tel appartement est une bonne affaire, et ben là je vais te donner toutes les questions à se poser, et enfin toutes celles en tout cas que moi je me poserai à ta place pour choisir un travail. Alors la première chose, c'est la promesse employeur de l'entreprise dans laquelle tu postules. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse employeur? Exactement comme finalement une entreprise va avoir une promesse pour les produits qu'elle propose à ses clients, une entreprise, c'est pareil, elle a une promesse envers ses employés. Et pour bien comprendre ça, il suffit que tu compares EDF, par exemple, et puis une start-up. Dans EDF, si tu vas chez EDF, ce qu'on te promet, c'est un emploi avec une stabilité, c'est la sécurité de l'emploi. Donc d'un côté, ça vient avec des choses positives, une promesse employeur, c'est de la stabilité, et typiquement pour EDF. Mais de l'autre, par contre, ne t'attends pas à avoir des augmentations tous les ans, ne t'attends pas à travailler sur des projets hyper innovants. Voilà, ça n'est pas logique. Et donc si tu es malheureux chez EDF à cause du manque de projets innovants, potentiellement, tu es un petit peu fautif d'avoir choisi d'aller là-bas. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet innovant chez EDF, mais bon, voilà. Ensuite, tu as les startups, là pour le coup c'est l'insécurité, c'est l'aventure, et donc c'est pareil, tu peux te faire virer du jour au lendemain si finalement il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais par contre les projets peuvent être hyper intéressants, tu as l'impression que tu vas changer le monde, l'ambiance elle peut être très, très active, là où chez EDF potentiellement il y a des process, il faut des validations, si tu travailles dans le nucléaire par exemple, dès que tu fais un truc il y a tout un processus qualité à respecter, alors que dans les startups c'est la politique du test and learn, on essaye, ça foire, c'est pas grave, on essaye autre chose, etc., etc. Donc ça, c'est un premier truc à avoir en tête, la promesse employeur. Ensuite, pour moi, il y a un truc fondamental, le deuxième point, c'est la notion de mentor. Est-ce que dans l'entreprise où tu vas trouver des mentors qui vont pouvoir t'accompagner? Pour moi, il y a trois types de mentors. Le premier mentor, c'est la personne qui va être un bon prof, quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre des choses. Le deuxième type de mentor, c'est la personne qui va pouvoir te donner de l'ambition, c'est le héros en quelque sorte, celui qui va un petit peu au charbon. Et puis le troisième, c'est la personne qui va t'apprendre des valeurs, donc c'est la personne qui t'aide à faire des choix difficiles. La question, c'est du coup, parfois tu rentres dans une entreprise, tu ne sais pas avec quel mentor tu vas arriver, mais tu peux quand même savoir globalement quelle est la politique, quel est le style de management, comment la boîte est organisée. Et puis il y a une période d'essai qui te permet quand même d'apprécier si tu as un bon mentor ou pas. Et je pense que c'est fondamental sur une période au moins de 1, 2, 3 ans d'être accompagné par quelqu'un qui va te permettre de t'élever. Et cette notion d'élévation, c'est le troisième point, c'est l'apprentissage. C'est la seule bonne raison d'être salarié selon Robert Kiyosaki, j'en parle dans le résumé Père riche, Père pauvre que tu peux trouver sur la chaîne. Pour lui, la seule bonne raison d'être salarié, c'est l'apprentissage, c'est le fait de pouvoir apprendre des choses. Donc, il y a des tas de boîtes qui sont connues pour leur apprentissage. Quand tu passes dans cette boîte, tu n'en ressors pas pareil. Si tu vas chez un Big Four, j'ai fait plusieurs témoignages du coup sur les différents stages ou expériences que j'ai pu avoir. Une fois que tu passes chez PwC, ou chez EY, ou chez Deloitte, ou chez KPMG, ou chez Mazars, tu ressors avec un esprit cartésien, un esprit fichier Excel, une capacité d'organisation hors norme par rapport à la moyenne des gens, tout simplement parce que tu as dû te concentrer énormément, à l'image des classes préparatoires, c'est un peu pareil, concentrer énormément de travail en peu de temps, et donc tu vas avoir cette capacité, cette force de frappe. Ensuite, les Big Four, ça t'apprend aussi le relationnel client, puisque toutes les 2 semaines tu changes de client, forcément tu as une capacité à connecter très vite avec les gens, à les mettre avec toi si jamais tu as besoin d'obtenir des choses, que ce soit bref, de collaborer avec les gens.
Et puis une capacité de travail d'équipe, puisque tu dois t'adapter toutes les 2 semaines, changer d'équipe. Donc ça, c'est un exemple d'apprentissage que tu peux tirer des Big Four. Mais tu as la même chose, là dans la boîte où je suis actuellement, c'est une excellente école commerciale. On a un processus d'apprentissage du cycle de vente qui est excellent. Et voilà, tous les commerciaux qui rentrent dans la boîte, ils se font chasser. Et donc, c'est une excellente école et c'est une excellente bonne raison de rentrer dans une boîte que de savoir qu'une fois que tu rentres, bah voilà, tu as une garantie dans les 1, 2, 3 ans qui arrivent, même si ça se passe pas bien, quelque part tu en retireras quelque chose que tu pourras garder toute ta vie. Voilà. Et donc on pourrait faire énumérer des tas et des tas d'apprentissages comme ça qui sont inhérents à certaines boîtes, mais t'en connais sans doute, et n'hésite pas d'ailleurs à les mettre en commentaire, ça permettra de donner des idées à certains. Donc voilà, on a parlé du coup de la promesse employeur, on a parlé des mentors, on a parlé de l'apprentissage. Bien évidemment, ensuite on a deux points essentiels. Le point numéro 1, c'est le salaire. Est-ce que du coup, par rapport à ton profil, par rapport à ton école, par rapport à ton parcours, le salaire qui t'est proposé, il correspond bien à ce que tu vas pouvoir délivrer. Le point important sur le salaire, on définit toujours le salaire de 3 manières. Il y a l'historique, c'est est-ce que par rapport à ce que tu étais payé avant, c'est cohérent, tu vas être content ou pas par rapport à ce qu'on te propose maintenant. La valeur, c'est-à-dire si par exemple tu es quelqu'un d'exceptionnel, bah c'est toi qui vas définir ton salaire. Si tu embauches Dupond-Moretti comme avocat, il a un salaire qui n'est pas du tout le même que les autres avocats, tout simplement parce qu'il a la marque Dupond-Moretti. Bon, si tu es jeune diplômé, tu vas pas tout de suite avoir une marque, mais voilà, c'est important quand même de savoir qu'il y a cette manière de définir le salaire. Et puis le troisième point, c'est l'habitude de la boîte à payer ses employés. Et ça, c'est quelque chose qui dépend pas de toi et c'est quelque chose que tu peux étudier en parlant avec des salariés qui sont déjà dans la boîte. C'est super important du coup pour faire ça de contacter des gens sur LinkedIn en disant bah voilà, j'aimerais bien bénéficier de ton retour d'expérience. Est-ce que tu aurais un moment pour qu'on puisse échanger une petite demi-heure? Souvent maintenant dans les process de recrutement, tu es amené à parler avec des gens qui sont dans la boîte. Donc c'est quelque chose que tu peux faire, de poser la question sur le salaire. Alors c'est un petit peu tabou en France, donc tu peux demander si tu n'as pas envie de demander cash à la personne combien tu gagnes, tu peux lui demander, bah voilà, à ton avis, c'est quoi les fourchettes de salaire à l'entrée, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Quelles sont aussi les règles qui définissent le passage des grades, le passage des évolutions salariales. C'est important en fait que tu comprennes les règles avec lesquelles tu vas jouer, parce que si tu ne les comprends pas, elles joueront contre toi. Donc autant les utiliser à ton profit. Pour cette notion-là, je t'invite à aller regarder les vidéos sur l'intimidation, j'en ai fait 2. Et c'est une règle notamment à avoir en tête. La réalité, en fait, soit tu l'acceptes, soit elle jouera contre toi. Voilà, donc ça c'est sur le salaire. Et puis la conséquence du salaire ensuite, c'est le confort. Parce que tu peux être extrêmement bien payé si tu fais des horaires de chien, entre guillemets, que tu travailles le soir, le week-end, et que tu rapportes au taux horaire. Potentiellement tu peux ne pas être payé à ta vraie valeur. Et là je t'invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur Jean Lassalle cette semaine. Jean Lassalle avec 800 000 euros, il arrive à avoir 1 100 000 voix, et Pécresse avec 16 millions, 15 millions, 16 millions d'euros, elle arrive à avoir 1 600 000 voix. Donc quelque part, il faut que tu sois rentable aussi, d'un point de vue temporel. En tant que salarié, évidemment, tu ne vas pas tout de suite avoir des plus de 104 salaires. Tu seras en fonction des secteurs, en fonction des villes où tu vas travailler, tu seras entre 30 et 50 000 euros, même 30 et 45 si tu débutes, mais en fonction de ton... Donc le seul paramètre que tu vas pouvoir maîtriser à l'entrée, c'est ton temps de travail. Et donc ça, tout dépend de ce que tu as à gagner, de l'apprentissage, de ce qu'on a vu avant, parce que c'est sûr que si tu es avocat d'affaires, si tu travailles dans un cabinet de conseil en stratégie comme McKinsey, tu vas travailler énormément, mais derrière, tu en ressors avec cette capacité de travail. Il faut être prêt à faire cet investissement en temps. Et si t'es pas prêt, il vaut mieux le savoir à l'avance. Et puis voilà, il y a des tas et des tas de carrières qui existent, donc il faut bien choisir. Donc ça c'est voilà. Après évidemment, j'ai pas parlé des secteurs parce que c'est tellement vaste. Je pense que sur les secteurs, il y a un point important, c'est de savoir si tu es dans un secteur porteur dans lequel tu as une pénurie de profils, dans lequel potentiellement tu as un inconfort de travail qui fait que du coup les gens sont bien payés. Les secteurs que je connais, du coup la finance, chez les Big Four, que ce soit le conseil en stratégie, que ce soit les avocats d'affaires, là c'est souvent des environnements où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pression, et donc
tu es bien payé parce que justement tu as cet inconfort dans le travail. Ensuite, moi je suis dans une fonction commerciale, on a des horaires beaucoup plus sympathiques que ces fonctions-là, que les fonctions que je viens de citer avant. Par contre, la fonction commerciale, c'est une fonction qui peut être stressante. Donc tous les jours, tu t'es payé pour être sympa, ce que je dis toujours à mes commerciaux. Et donc, ça demande de l'énergie. Donc c'est plus des boulots qui vont te drainer de l'énergie, de devoir gérer tout le temps, entre guillemets, des merdes. Et donc, faut être prêt à ça, il faut être prêt à avoir des ascenseurs émotionnels. Et voilà, donc c'est ça qui va faire que du coup, potentiellement, tu es un peu mieux payé que d'autres secteurs. Ensuite, tu as des secteurs qui sont un petit peu des secteurs porteurs, notamment l'informatique, j'ai parlé de la finance, tout ce qui est actuariat, tout ce qui est la data en ce moment, ça a pas mal le vent en poupe. Donc ces secteurs-là, en général, voilà, tu sais que tu vas pouvoir prétendre à des salaires un peu plus importants que dans la moyenne, tout simplement parce que c'est dans ces secteurs-là qu'on a pas mal de pénuries. Après, il y a des secteurs coup de cœur que les gens vont choisir souvent en école d'ingénieur parce que, entre guillemets, c'est des secteurs un petit peu à vocation. Je pense au secteur médical, je pense au secteur des mathématiques, sans parler des mathématiques financières, mais vraiment plus la recherche en mathématiques. Donc tout ça, c'est important d'avoir en tête que, ou tout ce qui est recherche notamment, ça peut être difficile en fonction de ce que tu choisis ou de l'acoustique de trouver des métiers où tu vas vraiment être très bien payé. Donc il faut faire un trade-off entre la passion et est-ce qu'il y a des gens qui recherchent ça ou pas. Et tu peux trouver des overlaps entre les deux, mais par exemple j'ai des amis qui étaient fans d'environnement et ils ont longtemps été un peu malheureux parce qu'ils ne trouvaient pas forcément des boîtes dans lesquelles ils allaient s'épanouir. Et puis voilà, à un moment donné, les Big Four se sont mis à avoir besoin de gens pour tamponner les entreprises, pour dire c'est bon, vous avez une bonne politique RSE, vous avez une bonne politique environnementale, et donc c'est un peu un overlap entre bon salaire et puis travail sur un truc qui est un peu intéressant, qui est autre que la finance, le capitalisme, etc. Voilà, donc ça c'est malheureusement, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et voilà, du coup en résumé, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le dernier point que je peux te donner, c'est bien réfléchir à tes aspirations, ce que tu veux, bien réfléchir à ce pourquoi le marché est prêt à payer, ce qui existe vraiment, et puis bien réfléchir à tes forces et être capable de savoir où tu te situes. Si tu te situes plutôt du côté des aspirations, tu vas devoir faire des concessions sur le salaire et puis potentiellement la position que tu vas avoir. Si tu veux vraiment être focus sur tes forces et être payé à ta juste valeur, là il va falloir aller vers des marchés qui sont prêts à payer pour ça. Et puis si vraiment tu as besoin d'argent, que tu es sans le sou, etc., là il va falloir faire l'impasse sur potentiellement tes forces et tes aspirations pour aller vers là où il y a de l'argent, là où les gens sont prêts à te payer. Et voilà. Donc j'espère avoir été le plus exhaustif par rapport aux questions que tu pouvais te poser dans cette vidéo-là. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, à les poser en commentaire et on essaiera d'y répondre. Et voilà, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.